Ça a été absolument un enfer. Je ne pouvais plus d'avoir ces problématiques intestinales. Et de ces examens, on me disait que je n'avais rien, que tout allait bien, malgré mes symptômes qui étaient handicapants. Et c'est comme si ma parole n'était pas vraiment entendue. Et là, j'ai vraiment pu avoir un diagnostic officiel qui, au final, m'a fait comprendre que j'avais un SIBO, fatigue chronique très très marquée, plus ces ballonnements de femme enceinte. J'ai suivi un régime sans FODMAP. C'est tellement important de prendre soin de son microbiote intestinal et surtout d'apprendre à réécouter son corps. Bienvenue sur Lumi, le podcast qui éclaire sur les approches alternatives et complémentaires à la médecine traditionnelle. Je suis Lucie, la créatrice de ce podcast, et je t'invite à écouter chaque mois un nouveau témoignage. Chaque épisode donne la parole à des personnes confrontées à diverses pathologies, maladies et traumatismes, optant pour des méthodes alternatives pour soulager leur quotidien. Tu découvriras également des experts partageant leur savoir-faire et les bienfaits de ces approches. Ici, nous écoutons, partageons et témoignons dans un esprit bienveillant. Mon objectif est de redonner espoir à ceux qui souffrent, mettre en lumière de nouvelles approches et offrir une voix à chacun. Si toi aussi tu souhaites partager ton expérience en tant que professionnel ou témoigner de ton parcours, rejoins-moi sur Instagram. Bonne écoute sur Lumi. Dans cet épisode, je reçois Estelle, photographe et astrologue sur la côte basque, qui partage avec nous son parcours de santé semé d'embûches. Pendant ses études en design, plusieurs de ses camarades contractent la tuberculose. Bien qu'elle soit porteuse saine, Estelle se voit prescrire un traitement préventif à l'hôpital. Ce qu'elle ne sait pas à l'époque, c'est que ce traitement va complètement dérégler sa flore intestinale. Dès lors, elle enchaîne une série de symptômes, troubles digestifs, intolérance alimentaire, problèmes de peau et fatigue chronique. Estelle multiplie les consultations, aussi bien chez des médecins que des praticiens en médecine alternative, mais aucune solution ne semble l'apaiser. Ce n'est qu'en 2022, lorsqu'elle rencontre un médecin spécialisé en micronutrition à Bordeaux, qu'elle reçoit enfin un diagnostic, le SIBO, une prolifération excessive de bactéries dans l'intestin. Dans cet épisode, Estelle partage avec nous les difficultés physiques, psychologiques et sociales qu'elle traverse, ainsi que ses conseils pour mieux vivre avec cette maladie encore méconnue. Bonne écoute sur Lumi. Bonjour Estelle, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour enregistrer ce nouvel épisode de Lumi. Moi aussi, enchantée. Merci beaucoup pour l'accueil. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de quoi tu es venue parler aujourd'hui? Alors du coup, donc je m'appelle Estelle, j'ai 26 ans et je suis astrologue et photographe. Et aujourd'hui, j'ai voulu témoigner de mon parcours avec le SIBO, qui est une maladie intestinale. Super, merci. Et justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, nous expliquer ce que c'est le SIBO? Alors le SIBO, j'ai la traduction devant les yeux, c'est l'abréviation de Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc c'est une pullulation de bactéries situées dans les intestins. Et on va dire que les individus peuvent avoir entre 1 et 2 kilos de bactéries qui peuvent rester coincées dans les intestins et ça amène à avoir des symptômes assez handicapants dans la vie de tous les jours. Voilà. Et du coup, comme symptômes handicapants, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça te provoque chez toi? Alors, il y a beaucoup de symptômes qui sont référencés par rapport au SIBO. Dans mon cas, ça a été surtout beaucoup de ballonnements. Ça a été absolument un enfer pendant des années, vraiment. Et plus les années passaient, plus j'avais des symptômes qui étaient assez forts. J'ai eu aussi beaucoup de problèmes au niveau de la peau. Quand j'étais adolescente, j'avais une peau absolument parfaite, j'ai pas eu d'acné. Et du jour au lendemain, justement, avec le développement de cette maladie, j'ai commencé à avoir des gros problèmes de peau. Et par la suite, il y a aussi eu beaucoup de fatigue chronique, de symptômes complémentaires, des symptômes reliés aussi notamment à la flore vaginale. Voilà, ça s'est vraiment répercuté sur pas mal de points. Et aussi d'un point de vue psychologique, disons que le SIBO a un impact sur la sérotonine, si je me trompe pas. Et donc ça peut amener justement à développer des états dépressifs. Alors j'ai pas été jusqu'à développer une dépression, mais c'est vrai que ça se fait ressentir au quotidien dans la manière d'être, dans ses humeurs. Et donc c'est vrai que ça a été assez impactant. Ouais. Et donc le SIBO, tu l'as depuis combien de temps, depuis l'adolescence? Est-ce que tu saurais nous dire quand les premiers symptômes sont apparus selon toi? Alors, j'ai commencé à avoir vraiment des symptômes reliés au SIBO quand j'étais en BTS et je pense connaître peut-être l'origine de cette problématique justement. Dans le lycée où j'étais à l'époque pour mon BTS, il y a eu 7 personnes qui ont eu la tuberculose et du coup l'établissement a fait passer des tests à l'ensemble des élèves du lycée et en l'occurrence j'étais porteuse saine. Donc l'hôpital de Bayonne m'avait demandé de suivre
suivre un traitement justement pour me protéger et protéger les autres de la tuberculose. Et au final, on m'a pas forcément informé sur les risques qu'impliquait ce traitement, à savoir que c'était des antibiotiques à spectre large qui littéralement détruisent toute la flore intestinale, et j'avais pas été informée sur ce point, et donc j'ai suivi le traitement comme il m'avait été demandé, et au final après c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé à se dégrader, et que ça a été littéralement la chute en enfer entre guillemets. Et donc, quand tu as pris ce traitement, justement, on t'avait pas averti de ces soucis que tu pouvais avoir au niveau de ton ventre? On t'avait pas donné des médicaments qui pouvaient aider à justement ne pas détruire cette flore intestinale? Ben non, et c'est justement ce qui m'a quand même énormément surprise. Je me dis, c'est quand même dans la responsabilité des médecins d'informer les patients de ce que ça implique de prendre des antibiotiques à spectre large, d'avoir un microbiote intestinal qui est complètement détruit. Et avec du recul, je me dis, c'est inadmissible de ne pas avoir donné d'informations à ce sujet, quoi. Bah oui, c'est ça. Et puis aujourd'hui encore, ça a des répercussions sur ta santé quand même. Et donc tu nous disais que ça s'est arrivé pendant le BTS. Mais entre du coup les premiers symptômes qui sont apparus pendant le BTS et le moment où tu t'es officiellement fait diagnostiquer, il s'est écoulé combien de temps du coup? Je pense 5 ans. J'ai commencé à avoir les premiers symptômes après le traitement du coup en BTS, donc ça devait être 2017-2018, j'ai plus les dates exactes. Je me suis faite officiellement diagnostiquer par une médecin micronutritionniste en 2022, et c'est à ce moment-là que j'ai pu avoir un diagnostic officiel et un traitement qui était adapté. Et pendant cette période où tu n'avais pas de diagnostic, est-ce que tu as essayé de te soulager aussi de façon différente en allant voir des spécialistes, des médecins en mettant des choses en place? Alors oui, de manière générale, j'ai toujours essayé de mieux me comprendre, et j'ai testé beaucoup d'alternatives, de médecine complémentaire, tout ce qui était, on va dire, un peu plus rationnel, de l'ordre de la médecine pure et dure. Donc j'ai fait gastroscopie, coloscopie, je n'ai eu aucun résultat. Ouais. Je sortais de ces examens, on me disait que je n'avais rien, que tout allait bien, malgré mes symptômes qui étaient handicapants, donc je ne comprenais pas trop, j'ai continué à chercher, j'ai été voir des naturopathes, j'ai été voir des magnétiseurs, des hypnothérapeutes, vraiment j'ai testé une multitude de techniques et disciplines alternatives, et ça ne m'a pas forcément aidée. On m'avait dit à un moment donné que on avait suspecté que je pouvais avoir éventuellement une candidose. Donc pendant très longtemps, je m'étais mis en tête que c'était forcément ça. Donc je me renseignais beaucoup toute seule sur internet sur ce que pouvait être la candidose, et j'essayais d'adapter mon alimentation en fonction de ça pour essayer d'aller mieux. J'ai même à un moment donné fait des jeûnes de 7 jours où justement je ne buvais que des jus pour essayer de m'en sortir parce que je n'en pouvais plus d'avoir ces problématiques intestinales. Sauf qu'en fait mon état s'aggravait et je ne comprenais pas. Au final je suis vraiment tombée par hasard entre guillemets sur cette médecin nutritionniste, micronutritionniste sur Bordeaux en 2022, et ça a vraiment été un changement énorme parce que moi qui pensais vraiment avoir une candidose, moi qui m'étais fait des autodiagnostics qui, je pense, peuvent être relativement dangereux parfois. Au final, j'ai pu avoir des tests complets avec elle, des tests biologiques, donc analyse de sel, analyse d'urine, prise de sang également. Et là, j'ai vraiment pu avoir un diagnostic officiel qui, au final, m'a fait comprendre que j'avais un SIBO et non pas une candidose. Et vraiment, sur ce point-là, je tiens à insister qu'il y a quand même beaucoup de problématiques intestinales qui existent. La maladie de Crohn, candidose, le SIBO et d'autres que je ne connais pas puisque je ne suis pas médecin. Mais je dirais que les autodiagnostics, parfois, amènent à gérer la problématique d'une manière qui n'est peut-être pas forcément optimale parfois, et je pense que c'est vraiment important de passer par ce cap justement du diagnostic officiel, de persévérer en fait jusqu'à avoir ce diagnostic. Donc tu es allé voir cette médecin à Bordeaux qui t'a diagnostiqué le SIBO. Est-ce que suite à ces rendez-vous, elle a mis des choses en place, des traitements à suivre ou quoi pour justement te soigner? Comment ça s'est passé? Dans un premier temps, elle m'a prescrit des antibiotiques pendant 2 semaines parce qu'en l'occurrence, ça faisait quand même des années que j'avais mes symptômes, que j'avais cette problématique, que ça s'était vraiment énormément répandu. J'avais une fatigue chronique très très marquée. Donc j'ai eu 2 semaines d'antibiotiques
Et après, elle a vraiment eu une approche que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle favorisait énormément les traitements naturels. Donc j'ai eu un traitement à base d'huile essentielle qui était adapté justement à la problématique du SIBO que j'ai dû suivre pendant plusieurs mois. Et ensuite, il y a eu toute une période après l'assainissement du coup pour renforcer les barrières intestinales parce que j'avais de la perméabilité intestinale et c'est ce qui faisait que les probiotiques et prébiotiques n'avaient pas trop d'effet sur moi étant donné que mes intestins étaient comme une passoire. Donc j'ai eu cette période-là pour protéger mes parois intestinales, pour les reconstruire, voilà. Et par la suite, il y a eu toute une période de réensemencement, donc avec des probiotiques, des prébiotiques, et par la suite, j'ai pu réintégrer petit à petit des groupes d'aliments. Alors ce que j'ai pas précisé, c'est que le traitement au total a duré environ 8 mois dans mon cas, et pendant toute cette période, j'ai éliminé une grande partie des aliments que j'avais l'habitude... j'avais pas l'habitude de les manger. Pendant ces 8 mois de traitement, j'ai dû éliminer beaucoup de groupes d'aliments de mon alimentation, donc le gluten, le lactose, les légumineuses, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. La plupart des légumes que je pouvais manger, c'était surtout des légumes verts. Il y avait aussi beaucoup de boissons qui étaient concernées. Par exemple, je ne pouvais pas forcément boire de camomille, c'était pas recommandé. En gros, j'ai suivi un régime sans FODMAP pendant 8 mois, ce qui m'a amené à avoir une alimentation particulièrement restrictive. Mais c'est vrai que j'ai vu des effets absolument considérables sur ma santé et que j'avais gagné en vitalité. C'était absolument incroyable, c'était le jour et la nuit. Ce régime FODMAP, est-ce que tu continuais à le suivre? Est-ce que tu as pu réintégrer des choses dans ton alimentation que tu pouvais plus manger? Comment ça se passe en fait aujourd'hui? Tu te sens comment? Ma médecin m'avait prévenu que dans mon cas, ce serait peut-être nécessaire de prolonger quelques fois dans l'année certaines cures pour réensemencer mes intestins avec des probiotiques, des prébiotiques et parfois justement me compléter avec de la glutamine pour renforcer mes barrières intestinales. J'avoue que je n'ai pas suivi à la lettre tout ce qui avait été demandé sur 2 ans. Il y a parfois eu des périodes où j'ai pas fait grand-chose pendant très longtemps. Et en réalité, je ressens l'impact assez néfaste de ces manquements. Donc vraiment, je conseille à toutes les personnes qui suivent un traitement pour le SIBO de vraiment respecter à la lettre ces points-là. Là, actuellement, j'ai complètement enlevé le gluten de mon alimentation. Ça m'arrive de manière très très occasionnelle d'en manger, mais je sens directement que j'ai de nouveau des impacts sur ma peau notamment. J'ai plus ces ballonnements de femme enceinte que j'avais à l'époque, mais effectivement, j'ai des réactions cutanées assez importantes et c'est la même chose pour... certaines légumineuses et pour les produits laitiers. Donc je fais quand même attention à l'heure actuelle à toutes ces choses-là. Et de temps en temps, comme actuellement, là j'essaie de refaire justement attention pour remettre à bien mon système digestif, on va dire. Oui, et puis c'est compliqué aussi. Enfin, on a envie de se faire plaisir aussi de temps en temps, d'aller au restaurant. Donc d'un point de vue physique, ça a été compliqué parce que ça avait des répercussions directes sur ton corps et sur ta santé. Et d'un point de vue psychologique, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as réussi à bien gérer ça? Est-ce que ça a été compliqué? Tu pourrais nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors d'un point de vue psychologique, honnêtement, c'est compliqué parce que, une fois de plus, moi j'avais l'impression d'être folle à un moment donné, c'est-à-dire que je ressentais mes symptômes, j'expliquais à mon entourage mes symptômes et c'est comme si ma parole n'était pas vraiment entendue, était minimisée et ça c'était particulièrement frustrant. Psychologiquement c'était compliqué sur ce point-là, le fait de ne pas avoir de diagnostic officiel, c'est comme si d'une certaine manière on ne reconnaissait pas totalement notre mal-être, nos symptômes alors qu'ils sont handicapants au quotidien, donc ça c'est compliqué. Et après bien évidemment ce que j'expliquais tout à l'heure, comme ça a un impact sur la sérotonine, forcément il y a des espèces de mouvances émotionnelles qui peuvent être compliquées. Le fait de passer des mois entiers à avoir une fatigue chronique où on dort 9 heures, on se réveille, on a envie de retourner au lit, d'être tout le temps fatigué, honnêtement ouais, ça a vraiment un impact psychologique quand on veut juste vivre une vie normale, c'est compliqué. Oui, et d'un point de vue social aussi, ça peut être compliqué. Si tu fais des restos, par exemple, avec des amis, de la famille, c'est compliqué aussi de trouver une carte où tu as des choses que tu peux manger, faire comprendre aussi aux personnes que, par exemple, ça va être compliqué pour toi de manger dans ce restaurant. C'est pas évident non plus, quoi. Ouais, totalement. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se reconnaît dans les mêmes symptômes que toi? Moi, je pense que c'est vraiment hyper important de se faire officiellement diagnostiquer par un professionnel avec des examens biologiques. Je sais que le SIBO, typiquement, il peut aussi être diagnostiqué par
je connais plus le terme, mais c'est des tests respiratoires. Voilà, moi je suis pas passée par cette étape-là, mais je sais qu'on peut le diagnostiquer comme ça, mais... Oui, je suis pas sûre, mais je crois que c'est avec le glucose ou le fructose, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Mais voilà, du coup, je pense que c'est vraiment important de se faire diagnostiquer par des médecins. Ne pas perdre espoir quand on tombe sur des médecins qui ne prennent pas en compte notre mal-être ou qui n'ont pas réussi à poser de diagnostic parce qu'une fois de plus, des gastro-entérologues qui font des tests et qui ne voient rien, du coup, il en existe. Pourtant, il y a bien un problème. Et donc de ne pas perdre espoir, de bien se faire diagnostiquer et après d'essayer au maximum déjà en amont, si vous ne trouvez pas de médecin qui est adapté à votre problématique. Essayez peut-être dans un premier temps de peut-être tenir un carnet dans lequel vous notez ce que vous mangez et les réactions que vous pouvez avoir face à certains groupes d'aliments. Donc par exemple, comment vous réagissez quand vous mangez du gluten, comment vous réagissez quand vous mangez du lactose, et en fonction de ça, vous allez déjà dans un premier temps pouvoir peut-être adapter votre alimentation de votre côté pour que ce soit plus confortable pour vous au quotidien. Et après, je pense que oui, c'est important d'essayer de trouver un maximum de solutions pour vous adapter à vos symptômes. Effectivement, trouver des restaurants où vous avez des options sans gluten, sans lactose, ça peut paraître tout bête, mais effectivement pour le développement social, c'est hyper important. Et peut-être aussi adapter vos activités au quotidien pour que ça réponde à vos besoins de sommeil si vous avez une fatigue chronique. Et dernier point, vous entourez de personnes bienveillantes qui prennent réellement en considération ce que vous ressentez pour ne pas vous sentir seul, parce que être face à une maladie qu'on ne connaît pas, qu'on ne reconnaît pas, c'est très compliqué, donc c'est important d'être bien entouré. Et aujourd'hui, par rapport à la suite, est-ce que le médecin t'a dit que c'était une maladie que tu pouvais guérir, une maladie que tu pouvais soulager? Comment ça se passe? Est-ce que tu sais si ça va évoluer dans les années à venir? Alors, c'est un peu délicat cette thématique, je trouve, parce que personnellement, je crois beaucoup en la somatisation, aux mots qui ont une symbolique, une signification. Et je pense que dans le cas du SIBO, il y a quand même une certaine forme d'anxiété aussi qui se cache derrière cette expression corporelle, on va dire. Et c'est vrai que le SIBO a tendance à revenir dans mon cas quand je suis particulièrement stressée, anxieuse, et donc j'essaie de gérer ça au mieux, d'être bienveillante avec moi-même, d'être douce et de trouver des pratiques au quotidien qui m'aident aussi à gérer mon système nerveux pour ne plus somatiser et faire en sorte de guérir de manière définitive. Mais ça demande, je pense, un certain travail de conscientisation et de réappropriation de son corps aussi. Je pense que quand on a certaines problématiques de santé de la sorte, c'est qu'à un moment donné, on est peut-être déconnecté d'une part de soi et que ça se retranscrit aussi dans l'alimentation. Donc c'est un point sur lequel il faut faire attention, mais oui, se réapproprier son corps pour l'écouter, écouter les signaux et avoir une guérison qui soit pérenne, si je puis dire. Très bien. Est-ce que pour terminer cet épisode, tu aurais un mantra, une habitude, une idée, une phrase, enfin quelque chose qui t'aide chaque jour à aller de l'avant et à avoir un quotidien un peu plus agréable? L'idée qui me viendrait en tête, ce serait surtout d'apprendre à réécouter son corps. Du coup, je me répète avec ce que j'ai dit précédemment. Mais c'est tellement important de prendre soin de son microbiote intestinal et de son corps de manière générale parce que ça a un impact sur toutes les sphères de notre vie. Et voilà, c'est important de prendre soin de soi tout simplement et de questionner sa manière de s'alimenter et d'écouter son corps, oui. Merci beaucoup Estelle d'être intervenue sur ce nouvel épisode de Lumi et d'avoir traité ce sujet. Merci. Je remercie encore une fois Estelle d'avoir participé à cet épisode. Si vous avez des questions ou besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à la contacter sur ses réseaux sociaux, donc son compte astrologue Les Voix de l'Ours et son compte photographe Chergas. Et moi, je vous dis à très vite sur Lumi. Cet épisode t'a plu? N'hésite pas à le partager autour de toi. Il est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si toi aussi tu souhaites témoigner de ton parcours et de ton quotidien, alors contacte-moi sur Instagram.